Bienvenue dans la deuxième partie de l'unité 2 de notre MOOC sur les évaluations des apprentissages. Cette deuxième partie vous apportera de plus amples informations sur qui et quoi évaluer. Nous poursuivons la discussion de l'unité 2 sur les caractéristiques des diverses évaluations d'apprentissage. Cette deuxième présentation vous aidera à faire la distinction entre la population cible basée sur l'âge et la population cible basée sur l'année d'études, et faire la distinction entre le cadre de test basé sur le programme scolaire et le cadre de test basé sur les compétences générales. Nous discuterons également des avantages et des inconvénients des différentes approches pour définir la population cible et les cadres de test. Assurez-vous de terminer d'abord la présentation 2A avant de commencer cette présentation 2B. Vous avez vu dans la présentation 2A qu'il existe une variété d'évaluations à grande échelle. Vous souvenez-vous quelles évaluations concernent les élèves au niveau primaire? Quelles évaluations concernent les élèves au niveau secondaire? Quelles évaluations concernent les élèves d'un certain âge? Voyons maintenant plus en détail comment certaines de ces évaluations définissent la population cible. La population cible se compose de l'ensemble du groupe de personnes à qui vous voulez généraliser les résultats d'évaluation. Elle est définie pour étudier les principales questions de politique et de recherche en politique. Il y a deux approches générales. La première approche consiste à définir une population cible basée sur l'âge. Par exemple, PISA et PISA pour le développement ciblent la population basée sur l'âge, précisément les élèves de 15 ans dans un système éducatif en 7e année ou supérieure. Ici, l'accent est mis sur la couverture de la cohorte des 15 ans. La deuxième approche consiste à cibler une population basée sur l'année d'études. La plupart des autres évaluations transnationales comme PIRLS, TIMSS, SACMEC, PASEC, etc. utilisent la définition de la population basée sur l'année d'études, qui se concentre sur une année spécifique ou un ensemble d'années d'études indépendamment de l'âge. La population cible basée sur l'âge comporte quelques avantages. Elle peut apporter une simplicité et une interprétation franche de ce que les élèves savent et peuvent faire lorsqu'ils atteignent un certain âge. On considère aussi qu'elle fournit un plan de sondage efficace au niveau de l'école parce qu'un échantillon des élèves de cette cohorte d'âge peut être pris dans différentes classes dans les écoles choisies. Elle comporte également quelques inconvénients. Tout d'abord, il semble difficile de se mettre d'accord sur la cohorte d'âge commune devant être évaluée en raison des différences dans la structure de l'éducation. Deuxièmement, comme on pourrait trouver des élèves d'un certain âge dans plusieurs niveaux d'études, il serait difficile de faire le lien entre l'enseignant ou les informations de base sur l'année d'études et les résultats de l'apprentissage des élèves. La population cible basée sur l'année d'études comporte des avantages et des inconvénients. Tout d'abord, en termes de collecte de données, l'échantillonnage d'une classe est beaucoup plus pratique que l'échantillonnage des élèves issus de classes différentes. En termes d'analyse, on pourrait faire le lien entre un nombre bien plus important d'informations de base concernant la pratique de l'enseignement et les conditions de la salle de classe et les données des résultats de l'apprentissage. Cependant, il est également difficile de se mettre d'accord sur une année d'études spécifique au plan transnational en raison des différences dans la structure de l'éducation. En outre, du fait de l'expérience de chacun dans l'éducation, comme le fait d'entrer plus tard que les autres dans le système éducatif ou de redoubler des années d'études, l'âge pour une certaine année d'études peut varier considérablement. Vous avez également vu dans la présentation précédente les matières qui ont été choisies dans chaque évaluation. Vous vous souvenez peut-être que beaucoup de ces évaluations portent sur la lecture et les mathématiques. Quelle évaluation incorpore d'autres domaines qui sont préconisés dans la déclaration d'Incheon? Quelle évaluation se focalise sur ce que les élèves ont acquis dans le programme d'études? Quelle évaluation se concentre sur ce que les écoles ont fait pour préparer les élèves au monde du travail? Regardons maintenant comment chaque évaluation définit le cadre de test. Le cadre du test est un plan qui décrit ce qui devrait être appris ainsi que les items de test qui devraient être construits. Même avec les matières fondamentales comme la lecture ou les mathématiques, le cadre de test dans chaque matière peut ne pas toujours être le même. La plupart des études transnationales utilisent le programme d'études de base officiel. Par exemple, le cadre utilisé dans SACMEC est basé sur les programmes scolaires des pays participants et est défini par 1. Les domaines de contenu et 2. La taxonomie cognitive variable, tant pour les mathématiques que pour la lecture.
Par ailleurs, PISA et PISA pour le développement se concentrent sur les compétences utiles dans la vie adulte plutôt que sur les programmes scolaires. Le cadre du test comprend 3 dimensions. 1. Le contenu ou la structure des connaissances que les élèves doivent acquérir dans chaque domaine. 2. Un ensemble de processus qu'il faut savoir mettre en œuvre et qui exigent diverses aptitudes cognitives. Et 3. La situation ou le contexte dans lequel les connaissances et les compétences sont appliquées ou exploitées. Maintenant, arrêtez la vidéo et réfléchissez à la question suivante. À votre avis, quels pourraient être les avantages et inconvénients du cadre de test basé sur le programme scolaire et de celui basé sur les compétences générales? Un des avantages du cadre de test qui est basé sur le programme scolaire est l'effort fait pour établir un lien solide entre le programme d'études prévu et les items de test. En outre, comme beaucoup de pays ont une grande expérience dans la mise en place des examens nationaux, il y existe probablement déjà une capacité à développer des instruments de test. Par ailleurs, il pourrait être difficile d'harmoniser les divers contenus du programme d'études dans les pays participants. PISA et PISA pour le développement ont un cadre de test basé sur les compétences générales. Parmi les exemples de ces compétences, les capacités de résolution de problèmes, une maîtrise de l'information, une connaissance du développement durable, apprendre à vivre ensemble, la collaboration et ainsi de suite. On considère que ces compétences sont celles dont l'élève aura besoin dans sa vie. Elles se concentrent sur la connaissance et les compétences qui peuvent être appliquées dans la vie réelle. Cependant, certaines de ces compétences exigent des définitions précises à l'intérieur du cadre, compte tenu des différences entre les programmes scolaires. Par conséquent, cette tâche de définition des compétences concernerait des experts externes plutôt que le département de programme d'études des ministères nationaux. Nous arrivons au terme de la présentation de l'unité 2. Vous pouvez maintenant passer aux autres tâches. Tout d'abord, vous pouvez lire les documents et les ressources sélectionnées. Vous pouvez ensuite effectuer les activités. L'activité 3 est un débat en ligne et l'activité 4 est un exercice de comparaison des évaluations à grande échelle. Puis, lorsque vous serez prêt pour l'évaluation sommative, répondez au quiz de l'unité 2. Le glossaire collaboratif est toujours disponible pour que vous puissiez ajouter davantage de concepts de l'unité 2. J'espère que vous apprécierez cette unité 2 et bon travail!